فالغرب جرب دين الشيوعية وجرب دين الاشتراكية وجرب العلمانية وجرب قبل ذلك المسيحية وهو حكم الكنيسة كما هو معلوم، وهذه كلها فشلت في الاقتصاد وفي التشريع وفي تحقيق أمن المجتمع. لذلك لا بديل عن هؤلاء يوازيهم في قوتهم وفي شمولية طرحهم غير الإسلام. Leur projet est donc bien politique, totalitaire et mondial. Au-delà de la violence, c'est peut-être ce qui frappe le plus dans cet incroyable documentaire dont vous venez de voir un extrait en avant-première. Il sera diffusé prochainement au cinéma. Leurs auteurs sont avec nous. Bonsoir Lémile Ould Salem, bonsoir François Margolin. Merci d'être avec nous. Avec nous aussi pour parler de cette idéologie salafiste, Khaled Bencher. Bonsoir. Islamologue, philosophe, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Vous avez donc tourné en Afrique, un terrain que vous connaissez très bien, en Tunisie, en Mauritanie, au Mali. Plus de 2 ans de tournage, d'interviews, des scènes parfois violentes, autant prévenir, même si on a expurgé ce qui était particulièrement difficile dans les extraits qu'on a choisis. Premier extrait, justement, ça se passe dans la ville de Gao, c'est au nord du Mali. La ville est alors aux mains des djihadistes, c'est juste avant l'intervention française. C'est une erreur qui est commise par notre frère Mohamed Omega. Et on l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit chez le Sharia. Donc on leur dit vraiment, soyez vraiment musulmans. Il ne faut pas dire que je suis musulman et à la même chose, moi je n'accepte pas l'islam. L'islam c'est un comportement, l'islam c'est un mode de vie, l'islam surtout c'est une totalité. Depuis combien de temps les prêcheurs sont en train de prêcher au Mali comme en Afrique, comme partout dans le monde entier? Les imams des mosquées tous les vendredis. Mais rien n'a changé. Les femmes ne portent pas de voile. Il y a des lieux de débauche, il y a des boîtes de nuit, il y a des discothèques, il y a des musiques partout. Alors, depuis que le sabre a commencé, c'est-à-dire depuis que le djihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines, regardez vous-même, ici, Gao, même les petites filles sont voilées à plus forte raison, les grandes personnes. Tu ne verras jamais un lieu de bière, tu ne verras jamais une discothèque, une boîte de nuit. Bien au contraire, voir la bière ou voir la débauche. Et depuis que les lapidations ont commencé, les accusations concernant l'islam, c'est une obligation divine. On coupe la main des voleurs. La main et le pied de travers encore des coupeurs de route. Et depuis qu'on a commencé ces pratiques religieuses, alhamdoulilah, il n'y a plus de vol. On vous a laissé apparemment tout tourner, en tout cas beaucoup de choses. Les interviews des responsables, les tribunaux de la charia, les peines aussi qui sont infligées. Quelles étaient les conditions de tournage ? Alors, une précision, le tournage a duré 3 ans, de 2012 à 2015. Et la première scène s'est passée plutôt à Tombouctou, mais pas à Gao. Mais par contre, la seconde, Omar Hamaha, est à Gao. Était à Gao, oui. Alors, quand je suis arrivé, donc on m'a demandé de faire une demande d'accréditation, c'est que en bonne et due forme, que j'ai rédigée en arabe, je l'ai remise aux responsables du bureau des médias, parce qu'ils avaient un bureau des médias à Tombouctou, en Sardine. Et dans ce document, en réponse, j'ai reçu un document en 15 points. Le premier était comme quoi j'étais autorisé donc à travailler en tant que journaliste sur place. Deuxième point, il y avait une condition que je ne pouvais pas travailler sans la présence d'un accompagnateur qu'ils appellent les mourafiq. Mais ce dernier n'avait pas le droit d'intervenir dans mon travail. Il m'était permis d'interroger tout le monde, y compris ceux qui ne partageaient pas leur point de vue. Mais il m'était interdit de poser des questions en arabe, c'est-à-dire des questions manipulatrices. Je devais donner une copie de l'ensemble des enregistrements que j'aurais fait, des entretiens que j'aurais fait. Ce qui, heureusement, c'est ce que je n'ai pas fait. Je pense qu'à la fin, ils ont dû oublier de me le demander. Et avec cette même autorisation, j'ai pu me rendre aussi à Gao, chez l'autre groupe, qui n'est ni Ansar-Din ni Al-Qaïda, ce qui est plutôt le groupe le Mujao et les Anturbanais de Belmokhtar. Et là, j'ai pu assister, même si à Tombouctou, j'ai beaucoup plus eu accès à la population qu'aux djihadistes eux-mêmes. Ils étaient le rapport ils étaient un peu plus méfiants qu'à Gao. Et à Gao, par contre, j'ai pu avoir accès au tribunal islamique, au chef du Mujao, à l'entourage de Belmokhtar. Et j'avoue que c'était une expérience singulière quand même. On voit là en fait que pour eux,
Ils imaginent que ça peut aussi être une opération de communication. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une explication. Ils en étaient très conscients et d'ailleurs ils me l'ont bien dit. De la stratégie. J'étais le seul journaliste venant de France ayant été autorisé à venir travailler. Les seuls qui étaient jusque-là autorisés, c'était plutôt des journalistes arabophones, essentiellement originaires de la région, des Mauritaniens, des Tchadiens, qui travaillent pour la plupart pour des médias arabes, comme Al Jazeera par exemple. Et ils me l'ont bien dit qu'ils avaient l'intention d'exposer leur point de vue au monde entier. Et ils savaient très bien. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils estimaient que quand même que les médias français étaient réputés beaucoup plus libres et indépendants et professionnels que les médias arabes. Alors, vous avez cité quelques noms, Ansardine, Moudjahou, Akmi, ces djihadistes ont évidemment tous leur chapelle, mais ils réclament tous la même chose, la soumission à leur vision de l'islam. Comment est-ce qu'ils l'appellent, cet islam? Comment est-ce qu'ils se définissent eux-mêmes? Écoutez la réponse d'un des chefs spirituels. أنا إذا ما صنفت نفسي فإنني سأقول إنني مسلم على نهج السلف وأرى أن في ذلك التقسيم خطأ عن التقسيم الذي يقسم الناس إلى سلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية سلوكية لأن منهج السلف لم يكن يعنى بجانب على حساب جانب وإنما كان يهتم بالجوانب كلها وهذا يبين لنا شمولية هذا الإسلام بل قلت قبل قليل إنه حتى الرياضة حتى ما يتعلق بأمور قد يعتبرها البعض من جوانب اللهو المذمومة على البعض كل ذلك يعتني به الإسلام حتى فيما يتعلق بالعاطفة والوجدان نجد الإسلام يتحدث لنا. On a ici, François Margolin, j'allais dire la définition d'un projet totalitaire au sens d'Hannah Arendt du terme tout y est. Lui ne fait pas la différence entre le salafisme djihadiste ou les autres salafistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse qu'il fait, lui, de lui-même et de son mouvement? C'est en tout cas celle que moi j'ai constatée sur place. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois dans beaucoup de journaux des définitions différentes entre les quiétistes, entre les djihadistes. Je crois que tout de même on tourne dans une forme d'hypocrisie et que finalement le seul but des salafistes est tout de même le djihad. C'est-à-dire que certains ne veulent pas le pratiquer tout de suite, mais profondément, c'est des gens qui sont tous tournés vers le djihad. Et c'est vrai que quand on fait ces distinguos qui sont un peu minuscules, je crois que ça me fait penser à ce que j'avais vécu au moment de l'Afghanistan. J'étais allé faire un des seuls films sur les talibans qui existent, où après le 11 septembre, on parlait de talibans modérés, qu'on essayait de rechercher de façon vaine, qu'on n'a toujours pas trouvé. Comme en ce moment l'opposition syrienne modérée, d'ailleurs, éventuellement. Voilà. Donc, je crois que c'est un fantasme d'ici et je ne crois pas que ça existe vraiment. Khaled Decher, vous êtes d'accord avec ça? Il y a dans cette idéologie quelque chose qui, de toute façon, est défini comme un totalitarisme. On a entendu cette définition de ce cher-là, justement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceci est la négation même de ce que nous appelons l'idée du progrès, de l'humanisme, de la civilisation au singulier et de la dignité humaine. Ça, c'est clair. Tout le monde est d'accord, mais est-ce que c'est le salafisme? Alors, on va faire un peu d'étymologie pour nos chers amis téléspectateurs pour qu'ils comprennent un peu. Salafisme, ça vient du salaf, le terme arabe salaf. Ce sont les anciens, considérés comme pieux, les pieux anciens. Donc retourner à la pratique des pieux anciens, et si au moins ils y étaient retournés pour leur vertu, supposée formidable. Non, c'est aussi dans une vision du monde. C'est-à-dire plus on se rapproche, à contrario, vers le début des origines, mieux on est purifié. Donc on se rétracte de la société, on n'a pas envie de se mêler de ce qui est considéré comme impur. Oui, il n'y a pas de projet de vivre ensemble, ça c'est certain. En tout cas entre eux, mais pas avec les autres. Voilà, ce que je pourrais appeler une sorte d'ivresse d'un nous fusionnel, c'est nous contre les autres, et dans une vision totalitariste ou globalisante, comme ça a été présenté. C'est vrai aussi jusqu'à une date récente. On peut compter ça en mois ou en quelques années. Il y avait un distinguo, vous avez dit qu'il était minime ou superficiel, mais il existait. Il y avait un certain salafisme dit quiétiste ou piétiste, ou du moins qui se présentait comme pacifique, ou qui n'avait pas cette vision d'un effort dans la voie de Dieu, donc le djihad immédiat, mais comme ils ont vu que leur vision du monde tardait à venir, eh bien tout de suite ça a dégénéré en un salafisme dit djihadiste, c'est-à-dire qu'on va pratiquer
l'effort dans la voie de Dieu, fût-il violent, pour assouvir leurs besoins. C'est ça, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans votre documentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, bon, on a essayé de manière, j'allais dire, pacifique. Ça n'a pas marché. Depuis qu'on a pris les armes, ça marche beaucoup mieux. Ah oui, il faut dire, je tiens à préciser, en tout cas parmi les gens que j'ai pu rencontrer moi, que j'ai pu interroger et qui se revendiquent de ce courant salafiste, tous ne prônent pas le djihad. Et ça il faut le préciser. Ceux qui le prônent sont notamment ceux que j'ai pu rencontrer à Gao, à Tombouctou, le Mejlissi que nous avons vu tout à l'heure, à Nouakchott, et qui effectivement estiment que le djihad est un fard ayn, c'est-à-dire c'est une obligation pour tout musulman. D'autres, par contre, n'estiment pas que le djihad est comme il y a quelques-uns qui sont dans le film, n'estiment pas du tout que le djihad est une obligation individuelle qui s'impose à tout musulman. Mais il est vrai que le lien entre c'est-à-dire ce qu'on appelle le salafisme quiétiste ou le salafisme intellectuel ou le salafisme djihadiste, le lien est très, très, très tenu. Hein. Donc on peut basculer, par exemple, Omar al-Hammaha, que nous avons vu tout à l'heure, qui était l'un des chefs d'Al-Qaïda dans le nord du Mali, a été pendant très longtemps un très grand prédicateur. Il a même été en France. Il a été en 2001. Comme quiétiste ? Oui, comme quiétiste. Et quand je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il a évolué vers plutôt cette conception djihadiste du salafisme, il m'a dit que non, c'est un autre niveau de piété, qu'il a atteint un certain niveau de piété. Et il donne quelques exemples historiques, notamment en disant, selon lui, il a fallu que le prophète prenne les armes pour que les gens se soumettent. Quand Manuel Valls dit, aujourd'hui encore, il faut nommer l'ennemi c'est le salafisme, il a raison avec cette expérience de ce documentaire qui a été la vôtre et de ce que vous en avez compris? Oui, je crois qu'il a raison, parce que eux nous font la guerre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où eux nous font la guerre, il faut apprendre à les connaître. C'était le but de ce film. Le but de ce film n'est pas et de comprendre qui nous avons en face. Eux nous connaissent parfaitement. Ils ont souvent vécu même dans les pays où nous sommes. Et c'est important que nous, on apprenne à les entendre, qu'on les regarde en face, qu'on regarde aussi, y compris leurs vidéos, parce que c'est des gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont vraiment sur la communication, qui ont envie de montrer des choses d'eux, qui sont fiers de ce qu'ils font. Et c'est, je crois, oui, fondamental, parce que c'est notre ennemi, puisque eux ont décidé de l'être. Donc on est dans une guerre, eux nous font la guerre. Il y a un moment, il faut connaître les gens qu'on a en face, et je crois que c'est le but principal de ce film. Ce que l'on comprend en sortant de votre film, et vous me dites si vous êtes d'accord avec cette conclusion, peut-être qu'on pourrait en tirer, on a le sentiment que la nouvelle idéologie du siècle, du XXIe siècle, la nouvelle idéologie totalitaire, totalisante, c'est aujourd'hui le salafisme, comme le nazisme l'a été peut-être au siècle passé. Est-ce qu'on doit en déduire, et c'est une question importante, que tous ceux qui portent l'uniforme, d'une certaine manière, même s'ils ne sont pas soldats, que tous ceux qui portent l'uniforme ont une responsabilité dans ce mouvement-là? C'est-à-dire salafiste. C'est-à-dire ceux qui portent l'uniforme salafiste. Oui, donc y compris, j'allais dire, pas forcément, les piétistes et les quiétistes. Forcément, parce que c'est une question d'une ardente actualité en France. Je parle sous l'autorité du spécialiste de ces questions, même ici par exemple en France. Je ne pense pas que l'ensemble des salafistes prônent le djihadisme. Je pense que l'écrasante majorité reste plutôt quiétiste. Même si aujourd'hui... Même si la ligne est ténue, vous l'avez dit. La ligne est très ténue, mais aussi la tentation est très grande chez beaucoup de quiétistes aujourd'hui de franchir le pas. Khaled Becher, est-ce qu'on peut porter l'uniforme d'une idéologie totalitaire, j'allais dire, de manière normale, quand on a compris quel était le projet politique totalisant, totalitaire derrière, justement? La réponse est assurément non. Même si on est dans une approche quiétiste, piétiste et simple, je ne peux pas comprendre que dans une société ouverte, sécularisée, démocratique, que l'on puisse aussi enseigner que serrer la main d'une femme est quelque chose d'inacceptable, ne pas enseigner la musique, emmitoufler les jeunes demoiselles, etc. Donc ce contre-projet social et politique est totalement inacceptable dans une société telle que la nôtre. Donc il faudrait aussi, moi qui suis très attaché à la liberté, combattre cela avec les idées, avec l'enseignement, avec l'éducation, l'instruction et l'acquisition du savoir. Vous avez le sentiment qu'on a trop longtemps fermé les yeux sur cette question-là précise du salafisme en France? On a fait preuve d'un laxisme terrible, pour ne pas dire d'une lâcheté. C'est-à-dire qu'il y avait du côté de la classe politique et les gouvernements successifs
un véritable laisser-aller, et du côté des hiérarques musulmans et des dignitaires, une complaisance de fait, j'ai envie de dire, et une frilosité, une couardise à s'attaquer véritablement à ce qui a envenimé les relations et surtout les jeunes gens qui sont tombés comme une proie facile. Alors, vous avez aussi tourné en Tunisie. Le salafisme se réfère, on l'a dit, à des temps anciens. On peut parler de Moyen-Âge, pas seulement de manière symbolique. Il se veut aussi moderne. Un exemple à Sousse, avant les attentats de Sousse, avant l'attentat du musée du Bardo, un jeune homme qui tient ce blog, son nom, le salafiste moderne. Regardez. Dans lequel j'écris des articles d'actu, des articles sur ce qui se passe, des articles de mode. C'est un magazine lifestyle tout à fait ordinaire, mais qui parle un peu de l'actualité en Tunisie du point de vue de salafiste, quoi. Et j'écris des articles sur les moyens radicaux d'éviter de regarder les filles dans la rue. Je parle aussi de mode, je parle de high-tech, je parle des soucis de tous les jours, de ma vie de salafiste avec mes autres potes salafistes aussi. Et ce qu'on fait de nos journées, on a tous envie d'avoir le dernier iPhone, le dernier portable. On a tous nos centres d'intérêt, ils sont pareils que beaucoup de jeunes de notre âge. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent par exemple sur les trucs des vêtements, qui me disent mais vous n'avez rien d'autre à faire, vous les djihadistes, vous parlez d'aller faire le djihad en Syrie et vous parlez de basket, de Nike et tout. Moi je dis c'est pas incompatible, pourquoi ça serait incompatible? On peut aller faire du djihad en Syrie en portant des Nike. Ceci n'empêche pas cela. On estime au moins entre 5 000 et 10 000 Tunisiens en Syrie. Il revendique sa liberté d'expression, il l'utilise. Les Tunisiens ont eu raison de laisser ce genre de blog, ce genre de liberté d'expression. On a parlé de la France, on va parler de la Tunisie maintenant. Peut-être François Margolin, vous avez envie de répondre à cette question. Le site est fermé depuis les événements de Sousse. Nous y étions il y a 2 ans ensemble et ces gens avaient une totale liberté, étaient très contents de se montrer, étaient très contents des boutiques qu'ils avaient, étaient très contents de ce site-là. Et je crois qu'ils avaient un poids extrêmement important dans la jeunesse tunisienne. Je crois que ce poids, ils l'ont toujours. Je crois qu'ils l'ont toujours. Ils l'ont toujours. Hein. Voilà. Oui. Parce que effectivement, Pourquoi justement? Parce qu'ils arrivent à adopter les codes modernes, justement. Oui, parce que c'est des gens qui sont dans la modernité aussi. C'est-à-dire que c'est pas des passéistes. On pourrait croire que le mot salafiste, qui veut dire le retour aux sources de l'islam, est quelque chose qui tourne véritablement vers le passé. Mais c'est des gens qui utilisent Internet, qui utilisent Twitter, qui utilisent tous les codes d'aujourd'hui, et y compris l'habillement. C'est-à-dire qu'effectivement, ils adorent les marques américaines, comme Nike, comme Adidas. Adidas, c'est européen, et ils aiment aussi les films et la façon de faire des films américaines. C'est-à-dire que la scène de l'assassinat de James Foley, par exemple, ce journaliste américain, c'est une copie d'un film de David Fincher, de la fin d'un film de David Fincher. Tous leurs génériques sont tirés de films américains. Et j'irais même jusqu'à penser que le fait d'avoir choisi le 13 novembre, un vendredi 13, pour faire des attentats à Paris, c'est peut-être tiré de la série Vendredi 13, Friday 13 américaine. C'est-à-dire qu'il y a une influence de toute la modernité de la jeunesse occidentale où beaucoup d'entre eux ont vécu, ou sinon, en tout cas, qui connaissent. Là, je pense parce qu'on est en fait dans c'est une nouvelle génération de djihadistes qui apparaissent aujourd'hui. On est plus sur le modèle de Ben Laden, d'Abdallah Azzam, des anciens d'Afghanistan vivant dans des grottes, etc. Ce sont des jeunes urbains. Et ce que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus devant la figure du petit banlieusard, inculte, voyou, mal élevé, ainsi de suite, qu'aujourd'hui, le djihadisme recrute aussi bien au sein des classes pauvres que des classes moyennes, ou même de moyennes supérieures. Beaucoup d'entre eux, quand on voit la qualité de leurs images de propagande, on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'un bricolage de petits amateurs comme le faisaient les amis de Ben Laden ou Hakimi dans le Sahel. Il s'agit de fait de façon extrêmement professionnelle. Et même quand on écoute leur discours, on sent très bien qu'ils ne sont pas
qui sont plus ou moins intellectuellement très outillés. Hein. Ce sont des gens extrêmement solides quand ils expliquent quand ils parlent. Hein. Alors depuis ce tournage avec lui, il y a eu les attentats, vous le disiez, le blog a fermé. Lui, il n'a pas été inquiété, il est toujours, j'imagine, en liberté. Il est en fuite. Il est en fuite. Oui. Ouais. Ce n'est pas personnellement, j'ai pas de nouvelles. Je ne pense, j'ai pas entendu parler de lui depuis quelque temps. Est-ce que vous disiez que ce genre de jeunes-là, salafistes en Tunisie, avaient énormément d'influence sur la jeunesse? Est-ce que, je reviens à ma question initiale et je vous la pose à tous les trois, peut-être François Margolin pour commencer, est-ce que la Tunisie a eu raison de laisser cette liberté d'expression quand on sait que c'est l'apanage de la démocratie qu'ils veulent détruire, puisque c'est dans le projet salafiste, ça a été expliqué? C'est-à-dire que je pense qu'on se fait des illusions sans doute sur les salafistes, parce qu'ils sont très clairement contre la démocratie. C'est-à-dire quand il y a ici dans la presse française, on dit que la Tunisie est un pays exceptionnel qui a réussi à s'en sortir et qui a aujourd'hui une forme réelle de démocratie, des élections démocratiques, je crois que ça n'est que provisoire. C'est en tout cas ce que nous disait ce type qui a de Sousse quand on l'a rencontré. C'est-à-dire qu'il disait provisoirement, nous sommes non pas pour la démocratie, mais nous la supportons parce que ici, c'est la base arrière de ce qu'on fait dans d'autres pays, en Libye, au Mali, en Algérie. Donc c'est purement stratégique, mais la démocratie n'y croit absolument pas, de même qu'il croit absolument pas à notre mode de vie. Donc je crois qu'on s'est fait des illusions, qu'on continue à s'en faire, qu'on s'en fait aussi dans les pays sans doute musulmans ou les pays du Maghreb ou ailleurs. Et je crois que ça n'est pas, il n'y a aucune raison de ne pas les prendre en compte et de ne pas écouter sur tout ce qu'ils disent. Non, ils le disent clairement. Tous ceux qu'on a pu rencontrer le disent très clairement que la démocratie est une hérésie. Même si, par moment, on peut bien s'en accommoder lorsqu'il s'agit, par exemple, de profiter de quelques espaces de liberté, mais que la démocratie, comme étant le principe du gouvernement du peuple par le peuple, est une hérésie et c'est inacceptable, incompatible avec l'islam. Sans parler maintenant de laïcité, qui est pour eux une mécréance. Hein. Leurs positions sur ces questions sont très claires et très simples. Khaled Metcher. La question est cruciale et fondamentale. La question de liberté, certes, pour répondre et contrecarrer le projet des islamistes radicaux violents, parce que je ne suis pas sûr que le terme salafiste puisse englober l'ensemble, mais on peut le dire par abus de langage, et d'être contre la démocratie, il la considère comme une hérésie. Mais est-ce une raison pour que les sociétés démocratiques et ouvertes abdiquent? Eh bien non. C'est de continuer à croire aux principes généraux et universels de la liberté, et notamment de la liberté de conscience. Vigilance extrême, réponse sécuritaire, bien sûr. Apprendre à vivre avec cette menace aussi sans peur et sans abdication. Ne pas accepter la terreur, mais continuer à croire fondamentalement en l'humanisme et en valeurs de fraternité et de liberté. Merci. Sortie du film, pour ceux qui voudront le voir, c'est prévu pour fin janvier, mais on essaye de faire en sorte que le film puisse sortir avant, mais c'est des choses un petit peu compliquées à négocier avec les salles. Mais parce que pour la sécurité aussi, j'imagine, ça risque d'être un peu compliqué quand même, non, de sortir ce film par les temps qui courent. Oui, en même temps, je crois que c'est un film qui est acceptable par tout le monde. C'est-à-dire que c'est regarder la réalité en face, et je crois que regarder la réalité en face, on a évité de tomber dans les démarches classiques de plusieurs qui traitent de ce genre de sujets. Nous avons décidé de montrer les salafistes tels qu'ils sont, sans interprétation, sans déformer leurs propos. Et je pense que, a priori, il n'y a pas grand danger. J'ai vu beaucoup circuler sur Twitter avant que vous n'arriviez. On avait annoncé évidemment qu'on aurait ces extraits en avant-première. Peu de gens l'ont vu, hein, pour l'instant, peut-être une vingtaine de personnes. Oui, absolument. On était ensemble hier, effectivement, dans une salle parisienne. Ce soir, maintenant, nos téléspectateurs ont vu ces extraits. Il y avait beaucoup d'attentes dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui s'intéressent au salafisme dans le monde, et y compris, vous me disiez, parfois des djihadistes francophones qui sont en Syrie, en Irak, et qui essaient de savoir comment on allait suivre l'émission ce soir. En Libye, sur Twitter, beaucoup d'entre eux demandaient où est-ce qu'ils pouvaient trouver le film, quand est-ce qu'il sera mis en ligne, et ça a commencé depuis hier. Hein. Voilà, ça s'appelle donc Salafiste. Merci à vous de nous avoir réservé cette exclusivité et la qualité de ce débat avec vous aussi, Khaled Metcher. Je pense qu'il était important, comme on dit effectivement, de nommer les choses et puis d'essayer de les expliquer au mieux pour nos téléspectateurs. Merci à vous. Le reste de l'actualité et l'essentiel de l'actu avec vous, Sozik. Et à la une ce soir, l'image du jour, Angela Merkel, place de la République à Paris, recueillement en mémoire des victimes des attentats, l'Allemagne qui rejoint la coalition.
Accrochez le drapeau tricolore à votre fenêtre. L'appel de François Hollande aux Français, un signe d'union vendredi, jour de l'hommage national aux victimes des attentats. Côté enquête, 2 hommes toujours recherchés, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, artificiers, complices ou chauffeurs, son rôle est encore flou. On fera le point dans ce journal. Et puis embouteillage, déviation, la COP21 démarre ce week-end. Plusieurs axes seront interdits à la circulation, notamment dans Paris. Les détails à suivre. Angela Merkel et François Hollande, place de la République à Paris, donc une rose à la main, moment de recueillement ce soir en mémoire des victimes des attentats. Et puis une conférence de presse commune à l'Elysée. Ensuite, c'est fait, l'Allemagne s'engage à nos côtés dans la lutte contre l'État islamique et Angela Merkel promet d'agir vite sur place. Camille Langlade. Angela Merkel, une rose à la main, place de la République, c'est l'hommage du couple franco-allemand aux victimes des attentats de Paris. Et c'est l'image, cette compassion que l'on retiendra de la visite de la chancelière allemande ici dans la capitale. Un message de compassion, donc plus que de soutien militaire. François Hollande a pourtant lancé un appel clair à un engagement plus ferme de la part de Berlin. Je serai très attentif, a-t-il déclaré devant la chancelière allemande sous les ors de l'Elysée. Si l'Allemagne pouvait aller plus loin, ce serait un très bon signal, a affirmé François Hollande. Traduction, Paris demande à Berlin un engagement plus fort à bombarder Daesh en Syrie et en Irak. Même si François Hollande tient en préambule compte des contraintes allemandes, le vote indispensable du Bundestag pour toute action militaire de l'armée allemande et puis une opinion publique largement réticente à la notion même de guerre. Réponse d'Angela Merkel, nous ne combattrons pas Daesh avec des paroles mais avec des moyens militaires. Pour autant, la chancelière allemande n'a apporté aucune précision sur la nature de ces moyens. L'Allemagne qui a toutefois annoncé qu'elle allait envoyer 650 militaires au Mali pour aider les troupes françaises engagées sur plusieurs fronts. Hommage du couple franco-allemand donc ce soir avant l'hommage de la nation vendredi. Une journée que François Hollande souhaite placer sous le signe du rassemblement. Pour cela, il appelle tous les Français à s'armer du drapeau tricolore et à pavoiser leur domicile. Marc Pope, Loïc Blache et Julien Desvages. Qu'ils soient bleu, blanc, rouge ou aux couleurs de la ville de Paris, ces drapeaux sont devenus des symboles de l'unité nationale. En demandant à ceux qui le souhaitent de pavoiser leur domicile aux couleurs de la France, le gouvernement veut fédérer un front citoyen. Je pense que c'est important que, quels que soient nos âges, moi j'ai 20 ans, de participer à ce mouvement citoyen pour justement montrer qu'on fait front contre le terrorisme. Le fait d'avoir été touché au cœur et que ça ait touché l'ensemble des Français, ça unit tout le monde et ça nous ravive notre sentiment patriotique. Un sentiment patriotique qui, avant les attentats du 13 novembre, était une valeur très utilisée par la droite ou l'extrême droite. Depuis, le drapeau tricolore est devenu une valeur refuge, et ce notamment sur les réseaux sociaux. Cette initiative d'un gouvernement de gauche peut surprendre sur le plan historique. La gauche française, notamment depuis la Première Guerre mondiale, où le nationalisme a causé, est une des causes de la Première Guerre, se méfie de ce drapeau. C'est pour ça que François Hollande, appelant tous les Français à mettre le drapeau aux fenêtres, c'est une révolution copernicienne. Aux États-Unis, le drapeau, c'est vraiment pour tout le monde. Dans tout l'Hexagone, les ventes et les commandes de drapeaux ont presque doublé en 2 semaines. Et pendant ce temps, la cavale continue pour Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Abrini, celui qui a conduit Abdeslam à Paris 2 jours avant les attaques. Son rôle reste obscur. N'a-t-il joué qu'un rôle de chauffeur ou a-t-il servi, entre autres, d'artificier? Certains le présentent, en tout cas, comme un féru d'explosifs. Et les enquêteurs envisagent ce soir plusieurs hypothèses. C'est dans ce contexte de menaces continues que la COP21 doit débuter. Une conférence climat placée sous haute sécurité. 150 chefs d'État attendus au Bourget, aux portes de Paris. 11 000 policiers et gendarmes mobilisés, des manifestations interdites. Et pour les franciliens, il va falloir s'adapter, notamment pour circuler. Pauline Rosenberg. Dès dimanche et jusqu'à lundi, Paris sera complètement bloqué. 2 journées qui s'annoncent être un véritable cauchemar pour les automobilistes. En rouge sur cette carte, les axes qui seront fermés à la circulation. Autoroute, périphérique et Paris intramuros. De 16h à 22h, la ville sera encerclée par les forces de l'ordre. Au total, plus de 6 000 policiers, gendarmes et forces mobiles sécuriseront la capitale. Dans le contexte de menaces très élevées que connaît notre pays, la réussite de la COP21 passe aussi par la sécurisation optimale de cette manifestation. Des complications qui continuent dès lundi, au lendemain de l'ouverture de la COP21.
Cette fois, c'est toute la journée dès 6 h et jusqu'à 21 h. Les restrictions concernent une partie